Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre. Actuellement, on est 155 personnes en ligne. Si vous avez des défis à être branchés ou si vous avez des questions à poser, on vous rappelle d'utiliser le chat. Tout le monde sera en sourdine tout le long de la rencontre. À part quand vous saurez, quand vous voudrez poser des questions, on pourra vous pourrez activer plutôt votre micro et poser votre question de façon orale. Ce soir, on est content de vous accueillir. Puis on a deux invités là, qui vont vous entretenir là, pendant la prochaine heure, soit Mme Lynne Laprade, qui est notre responsable du comité des officiels provincial, et Nicolas Zézéry, directeur technique de la Fédération, qui seront avec vous pour la soirée pour faire le tour du guide de compétition, de la relance de la compétition de la natation, qui va être un guide évolutif, qui va être un guide qui va s'adapter à la pandémie avec tous les défis qu'on connaît actuellement. Il est possible que tout ce que vous apprenez ce soir ne s'appliquera pas chez vous avant le mois de mars, avant le mois de février, ou peut-être en décembre pour certains, surtout ceux qui sont dans les zones jaunes et zones oranges. Je pense aux gens de l'Abitibi qui sont dans les zones jaunes, la Côte-Nord, puis une partie du Lac-Saint-Jean, une partie de l'Est du Québec qui sont dans les oranges et jaunes. Et je sais que l'entièreté, après ça, du reste du Québec est pas mal dans le rouge. Mais on trouvait important de vous former à l'avance, que vous puissiez voir venir ce qui va s'en venir au niveau des compétitions, que vous puissiez commencer à y préparer, puis aussi encourager nos entraîneurs qui travaillent avec nos jeunes actuellement, puis qui veulent avoir des espoirs là, de pouvoir prendre des temps éventuellement pour leurs jeunes de leur côté. Ce soir, c'est Lynn et Nicolas qui vous présenteront cette conférence. Avant de commencer, j'ai juste deux petits points à vous informer. Au niveau des frais de compétition cette année, jusqu'au 31 août 2021, il n'y aura pas de frais de sanction de compétition. Et les frais que normalement vous envoyez à la fédération pour les par athlète, les 7 par athlète ou les frais qu'on récoltait lors des championnats par athlète, ils vont rester au comité organisateur des compétitions pour des frais COVID. Donc, si vous organisez une compétition chez vous, puis vous aviez l'habitude de nous renvoyer à la fédération les montants là, de 7 la fédération ne récoltera aucun frais cette année étant donné les circonstances du COVID, puis on veut s'assurer que là, vous puissiez utiliser ces frais-là pour pouvoir acheter des masques pour vos bénévoles et puis pouvoir mettre la procédure en place de sécurité. C'est la nouveauté cette année. Ce n'est pas écrit encore dans le guide. On va le rajouter dans le guide. La décision a été prise auprès du conseil d'administration cette semaine. Et puis, fait que ça, à partir de ce soir, Nicolas va prendre toutes vos questions, va regarder avec vous les défis que vous avez rencontrés à la première lecture que vous avez faite du guide. Et puis, on fera une mise à jour du guide au cours des prochaines journées. Puis, on vous renverra un lien. Là, on va rendre public le guide avec toutes les améliorations qu'on va y faire à chaque fois qu'on va faire une modification. Donc, je sais qu'avant les fêtes, il y a un ou deux clubs sûrs qui vont pouvoir tester la machine, j'appelle. Ça va être une bonne nouvelle et on pourra s'adapter aussi avec les expériences de chacun. Je suis bien consciente que encore la COVID, vous le savez, c'est toujours pas facile. Il y a encore des règles qui modifient un petit peu. Actuellement, ce qui fonctionne actuellement dans les clubs de natation, pour faire un update à tout le monde, c'est uniquement les programmes sport-études. C'est les activités en bain libre, mais qui ne sont pas sanctionnées, mais qui sont offertes par les municipalités. À quelques endroits, il y a des cours privés qui se donnent. À d'autres endroits, il y a plusieurs clubs qui n'ont pas accès au programme de cours privés parce que les villes attendent le décret ministériel. On s'attend à le recevoir au cours du mois de décembre, le décret ministériel. Fait que ça, dès qu'on a des nouvelles, ne vous en faites pas, on vous envoie l'information. Puis ceux qui peuvent l'appliquer, ben, tant mieux, c'est bénéfique pour vous. Et puis, nos athlètes olympiques, paralympiques qui peuvent être en fonction. Tout le reste de la natation, que ce soit scolaire, que ce soit RSEQ, que ce soit dans les clubs, que ce soit de l'initiation, que ce soit les cours de Croix-Rouge, tout ce que vous pouvez penser, là, des cours d'aquaforme, mais il n'y a rien de ça actuellement qui fonctionne dans les piscines du Québec, à l'exception des zones orange et jaunes. Eux ont le droit de faire des activités dans ces zones-là. Soyez pas surpris, c'est normal qu'il ne se passe pas beaucoup de choses dans votre coin. On prend de l'avance pour pouvoir vous sensibiliser aux défis qu'on aura au niveau des compétitions. Je sais qu'il y a des gens qui poseront des questions, qu'est-ce qui vont arriver avec des championnats, mais la fédération actuellement
On ne vous cachera pas, ce qu'on attend de voir, c'est de voir le temps des fêtes passer. Après le temps des fêtes, je sens qu'on va avoir des consignes en la mi-janvier. Les consignes, de quel côté ils vont virer vers l'amélioration ou un statu quo, on ne le sait pas. Ça va dépendre vraiment du temps des fêtes, là, comment que la population va se comporter et l'augmentation ou la diminution des cas par rapport au COVID va arriver durant cette deuxième vague de pandémie. Soyez pas surpris actuellement. Attendez-vous pas de grandes nouvelles avant les fêtes, ni au début janvier pour des changements, à part les cours privés qu'on attend le décret pour ceux qui ne peuvent pas l'appliquer. En dehors de ça, ça devrait être assez stable de ce que vous connaissez aujourd'hui, aller jusqu'à la mi-janvier. À partir après, je ne peux pas vous dire comment ça va tourner vers la gauche ou la droite. On vous refera une conférence à ce moment-là, puis on vous donnera des informations à ce niveau-là. C'est ma première petite introduction, puis je suis bien contente. Je vois beaucoup de gens qui se sont joints à nous. On a aussi des officiels qui sont joints à nous ce soir, que c'est la première fois que vous joignez à nos types de conférences. Les présidents sont habitués, les entraîneurs aussi, parce que ça doit faire une dizaine qu'on fait depuis le début de la pandémie. Mais bienvenue à tous, bien contente de vous voir, c'est rassurant et c'est motivant. Je passe la parole à Nicolas qui pourra vous expliquer le travail qui a été fait avec le comité. Et par la suite, Lynn pourra introduire le guide de relance des compétitions. Et voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci Isa. Mon intervention va être relativement légère puisque je vais rapidement passer la POC à Lynn qui va rentrer vraiment en détail avec vous là dans le guide. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, j'espère d'abord que vous avez pu prendre le temps de le lire, de le digérer, ce guide, parce qu'il est quand même assez lourd, il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. C'est sûr que c'est un guide, comme l'a dit Isabelle, et puis comme on l'avait dit la semaine passée, c'est un guide qui va être évolutif dans deux manières différentes. D'une, parce qu'il va falloir qu'on s'adapte à la réalité et puis aux directives gouvernementales. Et puis de deux, votre expérience terrain aujourd'hui, c'est un guide là qui n'a pas vécu. Là, on se base vraiment juste sur des suppositions et sur un idéal, mais pour l'instant qui est encore que dans notre tête, puisqu'une compétition Covid, on ne sait pas ce que c'est, on ne l'a pas encore organisée, et ça se peut qu'il y ait une petite différence entre ce qu'il y avait dans notre tête et puis la réalité du terrain. Alors, je sais que certains d'entre vous nous ont déjà fait part de petits questionnements, on s'est déjà fait un petit peu challenger sur ce guide-là. D'une, merci, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir le mettre à jour, notre guide, et vous proposer le meilleur guide possible. Et donc, moi, je vais prendre des notes déjà dès ce soir, parce que j'imagine que vous aurez une couple de questions à nous poser. Puis là aussi, là, peut-être qu'on va de nouveau se faire challenger. On est là pour ça. Donc, Lynn qui va reprendre vraiment ce guide quasiment page par page, qui va répondre à toutes vos questions. Donc, s'il vous plaît, vos questions, peut-être, vous pouvez les marquer dans le chat, vous les garderez pour la fin, ou en tout cas, on les posera vers la fin, parce que peut-être qu'en début de réunion, vous aurez une question qui trouvera sa réponse juste 5-10 minutes plus tard dans une nouvelle page. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on va procéder ce soir. Et il me semble que j'avais autre chose à vous dire. Alors si ça ne revient pas tout de suite, je vais tout de suite laisser la parole à Lynn. Lynn, si tu peux te présenter aussi, pour que j'imagine que Lynn Apral, ce nom-là vous est familier, ce visage vous est familier aussi, mais quand même, si tu veux juste mettre un petit peu la table avant de rentrer dans le vif du sujet. Lynn. Lynn, une fois. OK. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Avant d'entrer dans le sujet proprement dit, j'aimerais d'abord vous dire que c'est un document qui a été préparé par un comité qui était composé d'un entraîneur, Marc Daou, un responsable aquatique, Mélissa Vatinet, plusieurs directeurs de rencontres avec beaucoup d'expérience, donc Carole Thomas, Pierre Bisson,
Michel Castonguay, Sylvie Potvin et moi-même, en plus évidemment du personnel de la Fédération. Tout le monde a travaillé là, pendant un bon 6 semaines pour essayer de mettre ensemble toutes les directives ou les façons de faire qui pourraient s'appliquer à la situation actuelle et à la situation qui va évoluer. Donc, on a fait également un peu de recherche dans le sens qu'on a regardé qu'est-ce qui avait été écrit ailleurs comme procédure. On a regardé également qu'est-ce que Natation Canada a fourni comme étant ses directives ou ses guidelines. Donc, on s'est servi un peu de tous des meilleurs procédés un peu partout pour essayer d'en faire les nôtres et de développer une façon de faire qui, je peux pas dire qui va être très facile, mais qui est au moins assez détaillé pour bien vous guider lorsque vous pourrez ou voudrez organiser une compétition. Comme Nicolas l'a dit, ce guide-là se veut un guide évolutif parce qu'on le sait tous, la situation peut évoluer dans un sens ou dans l'autre à courte échéance, on ne le sait pas. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Et à partir de là, on verra là et on vous tiendra au courant à chaque fois qu'il y aura des modifications à ce document-là. Comme le disait Isabelle, on vous invite également à partager vos expériences avec nous. Quand je dis avec nous, vous pouvez envoyer les informations, vos questions, vos expériences en utilisant l'adresse info de la Fédération, de façon à ce qu'on puisse colliger les choses, mais également, s'il y a des points qui sont utiles à tout le monde, bien qu'on puisse peut-être là, faire un genre de répertoire de questions-réponses qui pourrait aider là, finalement tout le Québec dans l'organisation des compétitions. Donc, sans plus tarder, on va passer au guide lui-même et je vais vous partager mon écran de façon à ce qu'on puisse suivre tout le monde ensemble. Comme le dit Nicolas, s'il y a des questions qui vous viennent en cours de route, vous pouvez utiliser le chat pour pouvoir inscrire vos questions. À la fin, on va passer toutes les questions, s'assurer qu'on y a répondu. Et si on n'est pas capable d'y répondre, s'assurer également qu'on vous transmet une réponse après avoir fait des vérifications. Donc, je vais partager. Lynn, peux-tu ouvrir ta caméra aussi, s'il te plaît? OK. Je pensais qu'elle était supposée être ouverte. Ça ne sera pas long. Je vais faire un cancel là-dessus. OK. Est-ce que la caméra est ouverte maintenant? Oui, madame. OK. Désolée. C'est correct. Je partage. Okay. Là, je voulais share. Je vais installer. OK, donc s'il y en a qui n'ont pas accès, là, juste le mentionner peut-être dans le chat et Nicolas pourra l'indiquer. Donc, c'est un peu petit. En y allant une page à la fois, je pense que c'est plus facile, par exemple, pour tout le monde. Donc, je vous fais grâce de la table des matières et on va entrer tout de suite là, dans l'introduction. L'introduction, c'est un peu qu'est-ce que Nicolas et moi vous avons transmis. Donc, c'est important là, de voir que ce document-là s'inscrit également là, avec tous les documents
qui sont utilisés pour gérer la COVID dans nos piscines. Donc, avec le plan de relance de la natation de la Fédération, le guide de relance des installations aquatiques et également tous les décrets et les normes de la santé publique provinciale. Le but premier de tout ça, c'est vraiment de diminuer les risques et de protéger la santé de tous nos membres, que ce soit des officiels, des spectateurs, des nageurs, des entraîneurs. Peu importe, on veut s'assurer de protéger tout le monde. Pour pouvoir accomplir ça, il va être important on dit se réinventer, mais il va falloir être un peu créatif, de s'ouvrir à des nouvelles façons de fonctionner. Ce qu'on a fait depuis toujours doit être adapté. Autant pour les comités organisateurs que pour les clubs participants, que pour tout le monde qui est impliqué là, dans ces compétitions-là. On a besoin d'appliquer un cadre qui soit strict, sécuritaire. C'est vraiment une priorité absolue et on ne pourra pas réaliser ça à moins d'avoir la collaboration de tout le monde. Enfin, il va falloir y avoir une vigilance de tous les instants. On ne peut pas baisser notre garde. On se doit d'être vigilant en tout temps. Donc, dépendant des paliers d'alerte de notre région ou de notre ville, parce que certaines régions ont plus d'un palier d'alerte qui s'applique, on peut avoir une offre qui soit adaptée, des types de compétitions qui sont possibles selon notre palier d'alerte, selon ce qui est permis par la santé publique et selon surtout la capacité d'accueil des installations. Lynn, donc, oui. C'est Marie-André au Lac-Saint-Jean. On ne te voit pas encore. Moi, je ne te vois pas, puis je ne vois pas le document non plus. C'est comme si tu avais pas... Il y en a d'autres qui ne voient pas. Vous devriez voir uniquement le document. Ouais. Mais moi, je vois pas... moi, je ne vois pas le document. Nicolas, est-ce que tu vois le document? Oui, ça fonctionne chez moi, mais c'est vraiment... on a régulièrement des soucis hein, avec Teams, avec cette plateforme-là, des personnes qui n'entendent pas ou qui ne voient pas le partage d'écran. En général, hein, essayez de quitter Teams et de revenir. Ça va vous faire quitter comme une petite minute. Là, vous allez peut-être perdre un petit peu d'informations, mais ça devrait régler votre problème. C'est bon, je me débranche. Moi non plus, je ne vois rien. Alors, je me débranche aussi. Oui. Oui. Et puis, on te fera rentrer. Parfait. Merci. Lynn, je crois, c'est Chantal chez Hippocampe, je crois que tu pourrais sur ta page grossir ta page et on la verrait bien. Je ne suis pas capable de la grossir. Pas à droite, un petit plus ou en haut? Non, pas du tout. Je vais la remettre, je vais l'enlever de full screen, puis à ce moment-là, ça va être, je vais faire le scrolling. Ça va mieux? Oui, c'est bien plus beau comme ça. C'est en plein écran, là, oui. Parfait. Merci. OK, donc on va recommencer tranquillement. Le guide se compose de 3 parties. La première partie, les directives générales. Il y a une deuxième partie qui s'adresse aux participants et la troisième partie qui s'adresse plus aux clubs organisateurs. Donc, vous allez voir, il y a certaines choses qui sont répétées d'une place à l'autre, mais avec des précisions peut-être là, à un niveau différent. Donc, si on regarde d'abord dans les directives générales, un avertissement, un point très important. On a choisi dans notre guide de ne pas indiquer là, qu'un club pouvait faire un maximum de temps de session par semaine ou encore un officiel ne pouvait pas travailler plus que tant de sessions par semaine, etc. Donc, on s'est tenu loin de ça, ce que certaines provinces ont fait. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est chaque personne qui est impliquée dans une compétition
doit regarder ce qu'elle est prête à prendre comme risque. Parce que est-ce que le risque est zéro? Il sera jamais zéro. On peut le minimiser, on peut le rendre presque à zéro, mais il pourrait toujours y avoir des risques. Donc, on vous dit en tout temps, soyez à l'aise de dire ben moi je ne peux pas comme officiel travailler dans des compétitions tant qu'on n'aura pas un vaccin, ou encore ben je suis prête à prendre le risque de travailler une session pendant la journée. Donc, il faut être à l'aise et il faut que ce soit respecté par tout le monde. OK? Un formulaire d'autodéclaration et un formulaire d'acceptation de risque vont devoir être signés à chaque session par chaque participant, nageur, entraîneur, bénévole, officiel, sauveteur. Mais en cas de doute, sur le bien fondé de participer à un événement, il est considéré, il est conseillé de décliner la participation afin de préserver sa santé et celle des autres. En tout temps, les mesures sanitaires imposées par la santé publique devront être respectées par tous sous risque d'expulsion immédiate. Il n'est pas question là, de jouer avec la santé des autres. OK. Donc, on va avoir un organigramme qui va être un petit peu différent dans le sens que on va ajouter, entre autres, un nouveau poste pour faire justement la coordination des mesures sanitaires. Donc, on va ajouter un poste de coordonnateur à la gestion de risques qui va être la personne en charge des mesures sanitaires et qui va avoir la responsabilité de se tenir au courant des mises à jour, des politiques et procédures, de vérifier les rapports sur la situation locale, parce qu'on parle bien, j'organise une compétition chez moi à Gatineau, ben il faut que je sache c'est quoi les règles chez moi à Gatineau. Est-ce qu'il y a des règles précises qui me sont imposées, parce qu'il peut y avoir des règles qui sont... Il y a des règles imposées par la santé publique, mais il peut y avoir également des règles imposées par mon gestionnaire de piscine. Et ça, c'est très important qu'on doit travailler main dans la main avec tout le monde et il faut respecter ces règles-là. Donc, c'est la personne également qui est le lien avec la santé publique. Donc, quand il est question de tracer des participants si jamais il arrivait quelque chose, les mesures à prendre en cas de contamination, etc. De coordonner les mesures sanitaires avec le responsable des installations, de veiller à l'application de ces mesures sanitaires-là par tous les participants, de rédiger le plan de sécurité en collaboration avec le responsable des installations et le directeur de rencontre. On va voir plus loin c'est quoi un plan de sécurité. De fournir l'équipement de sécurité et de désinfection pour les officiels et les bénévoles. Okay? Les entraîneurs, les nageurs, les spectateurs, c'est eux qui doivent fournir leurs équipements. Au besoin de retirer l'accès au plateau sportif à toute personne qui ne respecte pas les règles sanitaires. D'être le premier contact en cas de contamination et de faire le suivi nécessaire avec la fédération. De répondre à toutes les questions en relation avec les mesures sanitaires. Donc, si on regarde là, notre coordonnateur à la gestion de risques, il travaille avec le responsable des installations et notre directeur de rencontre, mais il est encore plus responsable, c'est-à-dire plus important que notre directeur de rencontre. Et normalement, on essaie que le coordonnateur fait partie du comité organisateur, mais on essaie que ce ne soit pas un officiel qui soit assigné à d'autres fonctions pendant la compétition. À moins, évidemment, là, que ce soit un essai à 5 nageurs, là, où on peut avoir plus de flexibilité. Donc, on dit également que dans votre invitation, quand vous faites votre demande de sanction, on doit avoir le nom ainsi que les coordonnées du coordonnateur à la gestion de risque.
C'est une personne qui devra être présente durant l'intégralité de la compétition et qui doit participer activement aux réunions avec les officiels et les entraîneurs. Donc, c'est quelqu'un qui doit être vraiment très disponible beaucoup avant la compétition et pendant toute la compétition. Évidemment, les types de compétitions qu'on va pouvoir tenir sont en fonction du palier d'alerte dans lequel non seulement nous vivons, mais également dans laquelle la compétition a lieu. Donc, si je suis un nageur qui demeure dans une région jaune et que mon club organise une compétition puis que mon club est dans la région rouge, bien à ce moment-là, je dois respecter les conditions prévues pour la région rouge. L'inverse est également vrai, c'est-à-dire que si je demeure dans une région rouge et que mon club est dans une région jaune, ben je dois quand même respecter les règles de la région rouge parce que c'est là où je demeure. OK, donc on a fait un petit tableau des types de compétitions qui seraient acceptables selon les différents paliers d'alerte. Donc, si on regarde à partir du palier rouge, ben en palier rouge, il n'y a aucun rassemblement permis, donc il n'y a vraiment aucune compétition qui soit permise. Dans la région au palier orange, le niveau d'alerte 3, on pourrait permettre des intraclubs, c'est-à-dire des nageurs qui proviennent d'un seul lieu d'entraînement, idéalement, ou si tout en respectant les nombres qui sont permis par la santé publique, on n'a pas mis ces nombres-là dans le document comme tel parce que les nombres sont appelés à changer n'importe quand. Actuellement, on sait qu'en palier d'alerte orange, c'est 25 sur le bord d'une piscine, 25 personnes au total. Donc, on pourrait avoir, en faisant très attention de garder la distanciation, le port du masque, etc., d'avoir des nageurs qui proviennent là, de plus d'un lieu d'entraînement. Donc, on parle d'intraclub ou d'essai de temps. Et c'est à peu près tout. On pourrait faire des compétitions virtuelles, évidemment, mais en respectant là, la même règle que si c'était un essai de temps. Au palier d'alerte 2, le jaune, donc là, on permet encore des essais de temps. On permet aussi des invitations régionales, puis on va voir tantôt qu'il y a des règles à respecter. On est tanné d'entendre parler de distanciation, de port du masque, de lavage de mains, etc. Mais ça fait partie intégrante là, de notre plan de relance des compétitions, comme ça fait partie intégrante là, de la vie de nos athlètes, là, de ceux qui peuvent s'entraîner. Les invitations régionales à plus de 2 clubs, ben là, on vous dit, il faut être encore prudent. Donc, il faut voir le nombre qui est permis, comment on va s'organiser et s'assurer qu'on respecte les règles sanitaires. Par contre, on ne permettra pas d'invitation provinciale, que ce soit un duel ou plus de 2 clubs, donc on ne permet pas les changements de région. Okay? Et dans la zone verte, je pense qu'on n'a personne actuellement en zone verte au Québec. Là, on permet tous les types de compétitions. Donc, la journée où on va être tous redescendus en zone verte, on va pouvoir tous organiser des compétitions. Donc, juste quelques petites précisions. Les essais de temps de classe 1 qu'on ferait pour un record, ben, ça doit être tenu dans une piscine avec un système de chronométrage électronique avec plaque en fonction pour que le record soit homologué. On va voir plus loin c'est quoi les minimums d'officiels dont on a besoin pour organiser les différents types de compétitions dans la situation actuelle. Quand on arrive au nombre de nageurs autorisés, c'est ici que
on est capable de déterminer combien de nageurs on peut accueillir. OK, donc on part du nombre de personnes qui est autorisé par la santé publique dans notre palier d'alerte. Donc, on sait actuellement dans les zones jaunes et oranges, pour une compétition à l'intérieur, le nombre maximum est 25. Ce nombre-là comprend les athlètes, les officiels, les bénévoles qui sont sur le plateau, les sauveteurs, les entraîneurs. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ben, vous partez du nombre maximum. J'ai 25 personnes maximum pour mon rassemblement. Bon, j'ai besoin de 2 sauveteurs, donc là, je suis rendue à 23. Mes bénévoles et officiels, ben, on va voir dépendant du nombre de couloirs. Là, on va réduire, j'en ai besoin, je ne sais pas, moi, de 12, mettons. Ben, il me reste 11 places pour entraîneurs et nageurs. Donc, j'ai au moins un nageur et un entraîneur. Et à ce moment-là, il me resterait de la place pour 10 nageurs. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que ma compétition peut compter uniquement 10 nageurs, mais je ne peux pas en avoir plus que 10 à la fois sur le plateau. Et quand les nageurs d'un groupe de 10 quittent le plateau, il ne faut pas qu'il y ait de lien avec le prochain groupe de nageurs qui viendrait. Donc, il faut qu'ils puissent sortir par un endroit, puis que les autres rentrent par un endroit, et il faut qu'il y ait également de la désinfection entre les 2 groupes. Donc, il va falloir vraiment, quand on vous dit d'être créatif, il va falloir être créatif pour voir comment, avec les règles actuelles, on peut faire pour pouvoir accommoder le plus possible. Une façon de faire également pour accommoder serait de réduire le nombre de couloirs qu'on utilise pour réduire le nombre d'officiels. Donc, on va voir un peu plus loin là, des exemples là, de qu'est-ce qu'on peut faire. Dans toutes ces situations-là, actuellement, on parle qu'il y a des équipements sanitaires qui sont requis. Ces équipements sanitaires-là sont demandés et par la santé publique et par la CNESST. Donc, les règles de CNESST s'appliquent à tous les entraîneurs, aux sauveteurs, aux officiels et aux bénévoles, alors que les règles de santé publique en général s'appliquent aux nageurs et entraîneurs. Donc, pour les nageurs, on parle du couvre-visage qui doit être porté en tout temps, à l'exception de pendant les courses et les échauffements à sec ou dans l'eau. Les entraîneurs, c'est un masque de procédure et la protection oculaire. Les lunettes de vision ne constituent pas une protection oculaire. Il faut vraiment que ce soit une visière ou des lunettes protectrices et ça doit être porté en tout temps. Les officiels, c'est le masque de procédure également et la protection oculaire, portée en tout temps. La seule exception possible serait pour le juge-arbitre et le starter au moment de donner le départ, mais immédiatement après, ils doivent remettre leur masque et leur protection oculaire, entre autres, si c'est une visière, là, ça peut être problématique. Les autres bénévoles, c'est le masque de procédure et la protection oculaire en tout temps. Et les spectateurs, c'est un couvre-visage en tout temps. La gestion des risques. Ça, évidemment, le risque premier, c'est qu'en tout temps, on peut avoir planifié une compétition. La compétition peut être annulée à cause d'une décision gouvernementale ou de l'éclosion de cas de COVID dans un club hôte ou participant. Donc, il peut y avoir diverses raisons qui font qu'à la dernière minute, une compétition est annulée. Donc, même si après le début d'une compétition, un cas était déclaré puis qu'on avait un doute raisonnable que quelqu'un qui a contracté la COVID ou présente des symptômes, la compétition pourrait devoir être arrêtée pendant la compétition.
Donc, il est recommandé au comité organisateur de mettre en place une politique de remboursement pour les nageurs qui ne peuvent pas prendre part à la compétition, notamment en cas de restriction ou d'interdiction de déplacement interrégional. Donc, on peut avoir différents cas. On peut avoir un nageur qui, après avoir été inscrit à la compétition, a testé positif ou encore a des symptômes de COVID, ne peut pas participer, ou encore des changements de la part du gouvernement. De la même manière, ben, si on est pour organiser une compétition, il serait probablement mieux de négocier avec la piscine, les gens de la piscine, pour voir si on peut obtenir là, une gratuité auprès du responsable des installations si la compétition devait être annulée à cause de la COVID. Parce qu'il y a des endroits que si la compétition est annulée, ils doivent quand même payer les frais de location de la piscine. Puis évidemment, ben, il n'y a pas de revenus qui rentrent. C'est un risque financier pour le club. Donc, outre ce risque-là, il y a également des risques d'exclusion. Donc, il est possible qu'un participant, soit un nageur, entraîneur, bénévole, officiel, accompagnateur, n'ait pas accès au plateau sportif si, en remplissant son formulaire d'autodéclaration, il ne répond pas aux normes de la santé publique. Ou encore, il se fait exclure du plateau durant la compétition pour non-respect des règles sanitaires. En cas d'exclusion ou de refus d'accès aux installations, le formulaire d'exclusion d'un participant qu'on va retrouver à l'annexe 3 doit être complété par le coordonnateur de gestion de risque et le directeur de rencontre. En cas d'exclusion d'un nageur, la responsabilité retombe sur son club et ce dernier se doit d'avoir un plan d'action afin d'assurer la surveillance des nageurs exclus en dehors du plateau sportif. Et si c'est l'exclusion d'un entraîneur, bien, les nageurs sous sa charge doivent également quitter les installations s'il était le seul responsable du club présent, s'il n'y avait pas d'autres entraîneurs avec lui là, pour prendre la relève. En cas de déclaration de cas de COVID, d'annulation de l'événement ou d'exclusion d'un participant, on doit informer la fédération dans les plus brefs délais. C'est le coordonnateur à la gestion de risque qui va le faire en s'adressant là, en adressant un courriel à compétition@fnq.ca. Dans tous les cas, organiser une compétition en temps de COVID engendrera une prise de risque pour un comité organisateur comme pour un club participant. Chacun doit donc avoir conscience et devra par prudence anticiper les pires scénarios et partager l'information avec les participants. On va voir un peu dans la deuxième et troisième partie que une des choses qui est vraiment importante, ça va être le partage d'informations, que tout le monde ait toutes les informations nécessaires avant même d'arriver sur place. Donc, on passe à la deuxième section qui est les informations destinées aux clubs participants. Donc, avant la compétition, bien, si on veut participer à une compétition, le club doit effectuer la surveillance et la coordination des nageurs. Okay? Donc, il doit s'assurer d'une personne qui est entièrement dédiée à une tâche de surveillance et de coordination afin que cette personne-là va faire respecter les mesures sanitaires aux nageurs et va faire le lien avec le comité organisateur. S'il y a si moins de 10 nageurs sont présents pour ce club-là, simultanément sur le plateau sportif, ce rôle doit être tenu par l'entraîneur présent. À partir de 10 nageurs, le club doit prévoir dans son encadrement une personne supplémentaire pour tenir ce rôle. Ça peut être fait par un bénévole, par un assistant entraîneur, mais ça prend quelqu'un de plus, là, un entraîneur. On juge qu'avec 10 personnes, il est capable de tout faire, mais plus que ça, c'est un peu trop.
S'il y a du transport d'impliqué pour la compétition, bien, on doit suivre les avis du gouvernement. Donc, actuellement, il est déconseillé de voyager dans le même véhicule qu'une personne qui n'habite pas à la même adresse que la vôtre. Si cela s'avère impossible, le port du couvre-visage est recommandé. S'il y a recours à un autobus ou à un autocar, il faut respecter les consignes sanitaires qui sont en vigueur pour les autobus et autocars. L'hébergement, c'est encore selon l'avis du gouvernement et pour l'instant, il faut privilégier les chambres d'hôtel individuelles ou partager si les personnes demeurent tous sous le même toit. L'hébergement en pensionnat ou en chambre avec aire commune partagée n'est pas autorisé. Il est recommandé que chacun soit autonome de ses repas et collations. Les repas, la nourriture, donc aucun repas ne pourra être pris sur les lieux de la compétition. Donc ça inclut également, là, on est habitué dans nos compétitions, on va servir des collations, on va servir des repas. Aucune collation, aucun repas servi par les comités organisateurs. Pour les nageurs, si les repas se prennent au restaurant, les règles sanitaires en place doivent être respectées, encore là, selon le niveau d'alerte. La transmission de l'information destinée aux nageurs, donc le club participant doit transmettre les informations reçues que lui va recevoir du club organisateur à tous les nageurs participants. Chaque nageur doit prévoir, en plus de son équipement habituel, son propre couvre-visage et peut-être plus qu'un, des masques de rechange dans l'éventualité qu'ils seraient mouillés, donc qui deviennent inefficaces, un sac destiné à mettre ses effets personnels, donc on n'aura pas des paniers où on veut pas qu'ils laissent leurs vêtements ou leurs choses personnelles sur la table des chronos ou à terre derrière les chronos, donc on veut qu'ils apportent un sac pour mettre leurs choses et qu'ils apportent également un sac de type Ziploc pour pouvoir mettre leur couvre-visage pendant la course de façon à ce qu'ils ne soient pas mouillés. L'accès aux vestiaires sera réduit et les casiers risquent de ne pas être disponibles. Il faut donc prévoir un sac qui permettra de mettre tous les effets personnels de l'athlète et qu'il pourra apporter avec lui. Normalement, vous devriez recevoir cette information-là du club organisateur, à savoir est-ce qu'il y a de l'accès au vestiaire, est-ce qu'il y a de l'accès au casier, mais pour l'instant, dans la plupart des piscines, les accès au vestiaire sont très, très limités. Durant la compétition, on dit chaque club a la responsabilité d'anticiper tous les scénarios et de prévoir ses plans d'action en conséquence. Donc, faut toujours penser à qu'est-ce qui s'en vient, à qu'est-ce qui peut se produire. Il faut appliquer le plan de sécurité qui a été fourni par le comité organisateur. Puis on va voir que ce plan de sécurité-là donne beaucoup de détails sur comment fonctionner sur le plateau sportif, comment circuler, où s'asseoir, comment on va faire les départs, dans quel ordre, etc. Donc, ce plan-là va être vraiment très, très important. De rester en contact étroit avec le coordonnateur à la gestion de risque avant, pendant, après la compétition pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas eu de problème qui peuvent toucher son équipe. De faire respecter à ses membres les mesures sanitaires. Donc, on ne demandera pas, là, idéalement, on ne veut pas que ce soit le coordonnateur à la gestion de risque qui soit obligé d'aller voir chaque nageur pour dire « tu ne portes pas ton cache-visage, s'il vous plaît, va mettre ton cache-visage, tu ne respectes pas la distanciation ». On s'attend que chaque club va faire respecter ces mesures-là pour que ça aille bien. Et les clubs seront également responsables d'imprimer leur propre programme de la compétition. Donc, il n'y aura pas de programme de compétition d'imprimé, que ce soit pour les spectateurs, pour les entraîneurs. Donc, ça c'est un peu la responsabilité. Donc, on parlait d'une responsabilité partagée. Donc, les clubs participants ont leur
cadre de responsabilité. Les comités organisateurs ont le leur. Donc, la troisième partie, on parle des responsabilités du comité organisateur. Donc, comment on va décider de tenir la compétition, comment on va l'organiser, quelles vont être les particularités, les changements qu'on doit apporter. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail. D'abord, quand on décide d'organiser une compétition, on doit tout d'abord désigner un coordonnateur de la gestion de risque. On a vu tantôt c'était quoi les responsabilités de cette personne-là, mais une responsabilité importante, c'est la personne qui peut retirer l'accès à un participant, un bénévole ou à un officiel. On a vu aussi, il travaille en collaboration avec le directeur de rencontre, avec le responsable des installations pour s'assurer que l'événement soit organisé dans un cadre sécuritaire. Il devrait préférablement être une personne qui n'a pas d'autres fonctions dans la compétition, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il est toutefois suggéré, conseillé, qu'il ait déjà suivi le stage de directeur de rencontre, même aussi le stage de juge-arbitre lorsque c'est possible, afin qu'il puisse mieux comprendre les rôles des intervenants sur le bord de la piscine et qu'il puisse avoir un travail là, plus d'équipe. Dans le cas d'une compétition où il y a de plus grosse envergure, où il y aurait plus de nageurs, ben on pourrait avoir une équipe, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir notre contrôleur à la gestion de risque, notre coordonnateur à la gestion de risque, avec des assistants pour l'aider. On n'est pas tout à fait rendu là, je pense, avec nos mesures sanitaires, mais ça pourrait venir. Donc, élaborer le plan de sécurité. Le directeur de rencontre, le juge-arbitre et le coordonnateur à la gestion de risque, plus le responsable des installations, sont responsables d'élaborer ce plan-là conjointement. Le plan va devoir comprendre tous les éléments nécessaires à l'organisation de la compétition, tout en respectant les mesures sanitaires en place. On va voir aussi plus loin que ce plan-là va devoir être joint à l'invitation pour obtenir la sanction de la fédération. Donc, la fédération va jouer également un rôle pour s'assurer que chacun des clubs qui organise une compétition le fait dans le cadre sécuritaire qu'il aurait demandé. Donc, ce que je viens de vous dire, on adapte la demande de sanction. Donc, on fournit le plan de sécurité complet. On donne également le nom du coordonnateur à la gestion de risque. On doit également déterminer le type de compétition adapté à sa réalité. Donc, si je suis en zone orange, que j'ai une limite de 25 participants, je ne peux pas faire une compétition là où je vais inviter 500 nageurs. Donc, il faut que je regarde ma réalité. Et ce qu'on suggère également, c'est d'avoir une approche graduelle. Parce que c'est quand même pas, c'est nouveau. Le cadre de mesures sanitaires est le même que ce soit une grosse compétition ou une petite compétition. Donc, idéalement, on commence par des intraclubs de façon à s'habituer à travailler avec le cadre des mesures sanitaires. Et après ça, si notre palier d'alerte le permet, ben, on peut augmenter le nombre et varier un peu là, comment on veut organiser nos compétitions. Donc, si on a une petite piscine où il n'y a pas, quand je parle de petite, c'est pas nécessairement le nombre de couloirs, mais c'est particulièrement l'espace sur le bord de la piscine, bien, je vais peut-être devoir avoir un nombre minimum de bénévoles. Il va falloir que je fasse en sorte que, en tout temps, les personnes qui vont être sur le plateau vont pouvoir respecter les mesures de distanciation physique. Donc, ça pourrait être comme j'ai dit tout à l'heure, de réduire le nombre de couloirs dans la piscine.
À ce moment-là, si je fais à 4 couloirs au lieu de 8 couloirs, ben peut-être que je peux avoir là, 2 ou 3 séries de nageurs qui peuvent nager, là, puis on fait une session avec ces 2 ou 3 séries de nageurs-là. Puis après ça, eux s'en vont, puis on peut après ça refaire une autre session avec un autre 2, 3 séries. Donc, c'est une façon de faire particulièrement quand on doit limiter là, le nombre pour laisser plus de place aux nageurs. OK, on va voir des exemples d'assignation d'officiels un peu plus loin dans le document. Le club organisateur a également la responsabilité de recueillir les formulaires nécessaires. Donc, on a déjà parlé que tout le monde, participants, officiels, entraîneurs, bénévoles, sauveteurs, qui doivent accéder au bord du bassin, ils doivent signer à chaque début de session un formulaire d'acceptation de risque. On a un exemple à l'annexe 1, ainsi qu'un formulaire d'autodéclaration semblable à celui de l'annexe 2. Ça, c'est pour répondre aux questions là, qui permettent de conclure là, que je n'ai pas de symptômes de COVID. Les formulaires doivent être recueillis par le coordonnateur à la gestion de risque et on demande de les conserver avec les documents de la compétition. Il pourra les remettre là, au directeur de rencontre qui conserve de toute façon les documents de la compétition pendant 1 an. Donc, on vous demande de conserver ces formulaires-là également. On doit également tenir une liste des présences. Donc, à chaque fois que quelqu'un entre et sort du plateau sportif, on doit avoir une liste de présence. Ça, c'est pour permettre à ce que si jamais il y avait une éclosion, que la santé publique puisse retracer les personnes qui ont pu être en contact. Donc, on va avoir des listes de présence pour ceux qui rentrent à la piscine, pour les bénévoles, pour les spectateurs qui pourraient être dans les estrades si on est capable d'accueillir des spectateurs. Donc, ça, c'est super important et on doit également garder cette liste de présence-là parce que ça peut quand même prendre jusqu'à 2 semaines avant qu'on soit questionné sur qui était présent en même temps que telle personne. On doit déterminer le matériel à fournir. Donc, avec le plan de sécurité, le comité organisateur doit déterminer quel matériel il va fournir aux officiels et aux bénévoles parce qu'on a vu que le matériel de sécurité pour les officiels et les bénévoles doit être fourni par le comité organisateur. Les entraîneurs, les nageurs apportent leur propre matériel. Les sauveteurs sont dépendants si c'est vous qui embauchez les sauveteurs. Le comité organisateur doit fournir également l'équipement aux sauveteurs. Si ce sont les sauveteurs qui sont embauchés par l'installation, à ce moment-là, c'est l'installation comme employeur qui fournit le matériel nécessaire. Le recrutement et l'attribution des rôles des officiels et des bénévoles doit se faire à l'avance. Ça, c'est bien simple, c'est qu'on ne veut pas avoir des attroupements, donc, on ne veut pas là, que tout le monde soit autour de la petite feuille pour highlighter son nom sur le mur. Donc, il n'y aura pas d'officiels qui vont être acceptés le matin même de la compétition. Tout va se faire à l'avance par courriel. Et évidemment, si on fait ça à l'avance, il faut également prévoir des plans de rechange. Donc, si mon juge arbitre la journée, le matin de la compétition ne peut pas se présenter parce qu'il y a des symptômes qui s'apparentent à la COVID, ben il faut que j'ai un autre juge arbitre que je vais pouvoir appeler pour qu'il vienne. Donc, ça va être une gestion un peu différente de nos officiels, quelque chose auquel on n'est pas habitué. On doit garder à l'esprit que les fonctions des bénévoles peuvent varier d'une piscine à l'autre, ainsi que d'une compétition à l'autre. Évidemment, il y a des minimums à respecter là, pour que les temps soient valides, mais on a quand même une bonne marge de manœuvre pour pouvoir déterminer, là, selon notre piscine,
quel genre ou quel nombre d'officiels on a. L'assignation des rôles, on a dit, doit être fait à l'avance et un plan de rechange doit être prévu au cas où il nous manque des officiels le matin même. Diffuser l'information à l'avance. Ça, c'est un point super important. On veut éviter que les gens arrivent à la compétition et ne savent pas où aller, quoi faire, quoi apporter, qu'est-ce qui va être fourni, etc. Donc, il est important que le comité organisateur envoie par courriel le programme des épreuves, l'horaire des sessions avant le début de la compétition. Va envoyer également le programme des épreuves, évidemment, idéalement avant le début de la compétition, parce qu'on a dit qu'on veut que les clubs impriment leur propre programme. Aucune copie, sauf pour les officiels, ne sera distribuée lors de la compétition. Donc, il faut s'assurer qu'on envoie nos choses suffisamment tôt pour que les clubs puissent imprimer leurs propres choses. Les réunions habituelles d'entraîneurs et d'officiels, les briefings, devront se faire par vidéoconférence avant le début de la compétition. Donc, idéalement, la journée avant la compétition ou, si c'est possible, 2 jours, dépendant là, de la disponibilité. C'est fait par vidéoconférence avec toutes les informations. De plus, il faut envoyer les informations suivantes avant la compétition aux officiels et bénévoles. Donc, on leur envoie le formulaire d'acceptation de risque et le formulaire d'autodéclaration qu'ils doivent imprimer et remplir le jour de la compétition. On doit attribuer les rôles et leur donner des descriptions de tâches précises. Pourquoi on parle de description de tâches? C'est qu'on va peut-être combiner certaines fonctions, puis à ce moment-là, ben, on veut que les gens sachent exactement qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent. Les informations qui sont normalement données dans la séance d'information. Donc, ça, on va le faire par, ou encore on va le faire par vidéoconférence, ou sinon, on peut faire un genre de briefing écrit avec toutes les directives sans aucun problème. Leur indiquer le matériel à apporter et on leur fournit également le plan de sécurité puisque ça va être un outil de travail pour eux. Puis, ils doivent également respecter les éléments qui sont dans le plan de sécurité. Les nageurs, les entraîneurs, donc on envoie à chaque club le formulaire d'acceptation de risque, le formulaire d'autodéclaration en leur indiquant que ça doit être imprimé et qu'on doit recevoir quand ils arrivent à la compétition un formulaire pour chacun des participants, que ce soit des nageurs, des accompagnateurs, les entraîneurs. Donc, on doit avoir ces formulaires-là au début de la session. Sans ça, ils ne peuvent pas rentrer sur le plateau. Les informations qu'on donne normalement aux entraîneurs lors de la réunion des entraîneurs, ou encore un lien pour la vidéoconférence si on a décidé de le faire par vidéoconférence. Et enfin, le plan de sécurité pour qu'eux aussi sachent où est-ce que mon club va pouvoir déposer ses choses, où est-ce que mes nageurs vont demeurer dans l'attente de leur course, moi, où est-ce que je peux aller par rapport, parce qu'on ne veut pas se ramasser à avoir des officiels puis les entraîneurs qui sont intercalés à travers les officiels puis qu'il n'y a pas de distanciation. C'est important qu'on garde la distance, donc on va indiquer à tout le monde la meilleure façon, c'est d'avoir un plan détaillé qui indique à tout le monde où est-ce qu'ils peuvent aller, comment ils peuvent circuler, etc. OK? Donc, on arrive à ça, la gestion des espaces et des déplacements, qui est une partie super importante parce que on veut éviter les croisements, on veut éviter qu'il y ait de la contamination qui se fasse là, sans qu'on le veuille, juste en croisant des personnes. Donc, on parle de l'accueil des personnes autorisées, donc le respect des contingents, les formulaires légaux. Donc, le respect des contingents, on a besoin d'une liste qui donne les noms des personnes admises sur le plateau sportif
ainsi que leur entrée et sortie. Donc, on indique aussi quand ils sortent. Excusez-moi. Chaque personne souhaitant pénétrer sur le plateau sportif devra avoir préalablement signé le formulaire d'acceptation de risque et un formulaire d'autodéclaration. Donc, évidemment, si j'ai une compétition qui a 6 sessions, bien, ça veut dire que j'ai besoin d'un formulaire d'acceptation de risque, puis je vais avoir besoin de 6 formulaires par personne d'autodéclaration parce que c'est au début de chaque session. Donc, on pourrait également, là, pour ceux qui le désirent, développer un formulaire là, qui soit peut-être en ligne là, et qui pourrait être complété puis retourné en ligne. Donc, il pourrait y avoir cet aspect-là. Pour l'instant, nous, dans notre document, ce qu'on a mis, c'est un formulaire papier, mais ça n'empêche pas, en autant qu'on respecte le principe qu'un formulaire d'autodéclaration est nécessaire au début de chaque session et le formulaire d'acceptation de risque avant le début de la compétition. La deuxième chose, encore pour ne pas répéter encore une fois, application du plan de sécurité, donc des indications claires qui respectent les règles sanitaires en place, de façon à déterminer par où on entre, par où on sort, dans quel sens on se déplace dans chacune des zones, parce qu'il peut y avoir plusieurs zones sur notre plateau sportif. La détermination des différentes zones, les espaces qui sont attribués au club. Donc, chaque club doit avoir un espace fixe attribué dans lequel la distanciation physique devra être respectée. Cet espace devra être le même tout au long de la compétition. Donc, si j'ai une compétition avec 2 sessions, les 2 sessions, mon club va être au même endroit, de façon à minimiser le croisement des risques. La priorité des zones, donc de façon à respecter également l'espace qu'on a sur le bord de la piscine, parce que c'est pas toutes les piscines qui ont des grandes plages qui permettent toutes les zones. Donc, on y va en priorité. Donc, la priorité numéro 1, c'est la zone qui est réservée aux officiels. On doit la délimiter de façon à ce que les gens sachent que c'est la zone pour les officiels et cette zone-là ne peut pas être utilisée par les entraîneurs ou par les nageurs. Excusez. Ensuite, une zone de circulation avec un sens horaire ou anti-horaire. On va voir un schéma tantôt qui va donner une idée un peu autour de la piscine, comment on peut faire ça. Donc, on a toujours une seule direction de circulation. Mais c'est important de le dire à tout le monde de façon à ce que tout le monde sache déjà avant d'arriver dans quel sens on circule. Et on va voir aussi que s'il est possible, ça serait intéressant d'indiquer avec des flèches au sol ou encore des bollards les zones de circulation. Et ensuite de ça, on va réserver des zones pour les clubs et les nageurs selon l'espace qui nous reste. Les spectateurs. Bien, les spectateurs, c'est si le lieu le permet et qu'une zone indépendante de la piscine est attribuée aux spectateurs. Leur présence doit être également encadrée, c'est-à-dire qu'il y a un enregistrement obligatoire, il y a des places, les places doivent être assignées avec la distance entre les personnes, il doit y avoir des indications pour le déplacement dans les estrades, des indications pour respecter la distanciation et limiter le va-et-vient. Dans l'optique où des nageurs et des spectateurs devraient partager le même espace, si j'ai besoin de mettre des nageurs dans mes estrades parce que j'ai pas assez de place sur le bord de ma piscine, bien à ce moment-là, il est déconseillé de permettre aux spectateurs d'assister à la compétition. La priorité doit être donnée aux nageurs et aux entraîneurs à l'intérieur des installations. Il ne faut pas que nos spectateurs viennent prendre des places qui sont nécessaires pour le bon déroulement de la compétition, places qui seraient requises pour nos entraîneurs et nageurs.
idéalement, on dit c'est possible d'organiser un live feed, une compétition là, qui serait transmise sur le web, qui permettrait aux parents de suivre les performances de leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas être là pour les regarder. Donc, très, très important parce on sait que quand on regarde les plateaux sportifs, si mes estrades ont une entrée séparée, qu'ils ne sont pas dans le même plateau sportif que ma piscine. Donc, j'ai mon estrade juste en haut de la piscine, puis qu'il y a une porte extérieure, c'est-à-dire une porte qui sort, qui n'est pas la même que celle des nageurs. Ce plateau-là est considéré comme un plateau séparé, donc pourrait également, dans une zone orange, avoir 25 personnes, si l'espace le permet, évidemment, et ça, c'est votre responsable aquatique qui va pouvoir vous indiquer quelles sont les capacités de chacun des plateaux dans l'installation. Les résultats, donc on dit les résultats doivent être mis en ligne. Aucun affichage de résultats sur les murs, que ce soit de la piscine, que ce soit à l'extérieur de la piscine, parce que évidemment, si on met des feuilles au mur, ça crée des attroupements et on ne veut pas qu'il y ait de rapprochement dans ce sens-là. Donc, aucun résultat sur papier ne sera affiché. On les met en ligne sur SplashMe, sur le site web, pour faciliter, et on informe également tout le monde où ils peuvent trouver les résultats. Donc, on a parlé tantôt qu'on avait des différentes zones. Donc, c'est important de les identifier, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, la même chose que j'ai dit pour la zone de circulation, idéalement avec des indications au sol, des cordes pour séparer ou des bollards, les zones officielles, les indiquer au sol, délimiter par des cordes quand on peut, les zones de nageurs, la même chose. Surtout, très important de s'assurer que l'espace qu'on donne, si j'ai un club qui a 20 nageurs, ben je peux pas y donner un petit coin de 4 par 4. Donc, il faut s'assurer qu'ils ont suffisamment d'espace pour respecter la distanciation physique qui est requise. Et idéalement, également, on demande au club de dire à leurs nageurs de toujours être au même endroit. Comme ça, il y a encore moins de risques. On essaie d'éliminer le plus de risques possible. La largeur de l'espace attribué aux nageurs, évidemment, est en fonction de l'espace. Si la plage est trop étroite, faut prévoir un autre endroit. Donc, les gradins, une pièce adjacente, un gymnase, mais toujours en respectant la distanciation, puis en s'assurant que si l'entraîneur est sur le bord de la piscine, puis c'est lui qui s'occupe de faire respecter les mesures sanitaires de son groupe parce qu'il y a 10 nageurs et moins, ben il faut qu'il y ait quelqu'un avec ce groupe-là dans l'autre salle pour s'assurer de la même chose, que les mesures sanitaires sont en place. Les nageurs doivent rester en tout temps dans la zone qui leur a été attribuée et qui leur a été communiquée avant la compétition. Et les déplacements sont limités au minimum. Sont limités pour des raisons sanitaires ou pour se rendre au vestiaire et pour aller dans la zone prévue par l'organisation. Donc, si on dit qu'on n'a pas suffisamment de place sur le bord de la piscine pour tous nos nageurs, ben à ce moment-là, si on envoie encore une fois, ils vont pouvoir respecter la distanciation. Le port du masque dans cette zone-là ne sera requis que si la distanciation ne peut pas être respectée.
La zone pré-course, donc également, les nageurs s'activent toujours un peu avant leur course. Où est-ce qu'on veut qu'ils aillent avant leur course? Donc, on délimite cette zone-là, on leur indique où est-ce qu'elle est. Elle sera réservée derrière les plots de départ. Idéalement, là, dans les endroits où on a de l'espace. Si c'était trop étroit, bien les nageurs pourraient rester à leur place puis aller au plot juste au moment où, avant leur départ, dans la zone juste avant le départ. L'espace prévu pour les nageurs derrière les plots de départ ne devrait concerner que les nageurs de la prochaine série. Donc, on ne prend pas 2, 3, 4 séries d'avance. C'est une seule série. On a un nageur qui est dans l'eau, on a nos officiels et on a le nageur de la prochaine série qui est derrière les officiels. Si l'espace est suffisant, cet espace pourrait accueillir les nageurs des séries suivantes, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup d'espace et il ne faut pas que ce soit une zone non plus de va-et-vient. C'est-à-dire le nageur, quand il arrive là, il ne repart pas avant son départ. Il faut qu'il y ait un contrôle de cette zone-là, il faut qu'il y ait des indications claires. Les habituels coups de sifflet, là, les 3-4 petits coups de sifflet brefs donnés par le juge-arbitre vont permettre aux nageurs là, de quitter cette zone-là pour s'approcher des plots. Donc, on va utiliser les petits coups brefs de sifflet pour indiquer aux nageurs quand c'est le temps d'aller au plot. Donc, habituellement, on sait que les nageurs, quand le départ est fait, le nageur suivant s'approche du plot, puis là, il s'étire après le plot. Mais ça sera pas permis. Le nageur va devoir rester à l'arrière jusqu'à ce que le juge-arbitre donne les petits coups de sifflet. Là, il va s'avancer au plot et après ça, le départ va avoir lieu. La zone de course, donc pour les chronométreurs, il faut indiquer aux chronométreurs de quel côté du plot de départ ils doivent se tenir. Donc, il faut indiquer sur chacun des plots le côté où on veut que l'officiel se tienne et il va toujours utiliser ce même côté-là pour maintenir encore là la distanciation puis en lui donnant également une position là, qui est bonne pour qu'il puisse travailler. L'autre côté des plots de départ devrait être assigné aux nageurs afin de monter sur le plot ou pour l'entrée et la sortie à l'eau. Des indications devront rediriger les nageurs vers leurs effets personnels parce qu'ils vont devoir aller chercher leur sac dans lequel ils ont mis leur effet personnel, puis vers la zone de circulation une fois sortis de l'eau par l'échelle désignée. Donc, on peut voir là que il y a beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de monde en mouvement et faut s'assurer là, que toutes les zones, comme même le nageur, quand il sort de l'eau, il faut qu'il sache à quelle place. Là. Donc, il a fallu lui dire où déposer ses effets personnels pour qu'il puisse aller les chercher parce qu'en arrière du plot, on va avoir un nageur là, qui attend sa prochaine course. Pas en arrière du plot, mais en arrière des chronométreurs. Donc, on veut pas que le nageur qui sort de l'eau retourne là. Donc, il faudrait idéalement avoir une zone où on indique là, nos numéros de couloir, puis là, ils peuvent déposer leur sac avec leurs effets personnels. Et quand on va voir tantôt comment on veut qu'ils sortent de l'eau, ils pourraient sortir de l'eau, ils sortent un après l'autre et ils pourraient ramasser leurs effets personnels à ce moment-là. Donc ici, on voit là, dans un monde idéal, comment on pourrait organiser notre piscine. OK, donc on voit, si je regarde ici, on a des zones en priorité. Donc, on a notre zone, la zone orange, qui est la zone réservée aux officiels, qu'on voit là, puis qu'on voit ici pour les chronométreurs. Ensuite de ça, on a la zone réservée aux clubs et la zone de circulation. Donc, idéalement, on essaie de s'organiser comme ça. Il y a des piscines que peut-être que la zone de circulation va être et la zone réservée au club va être inversée.
Donc, mais le principe, c'est qu'on veut indiquer que tout le monde a des zones à respecter. On indique également que c'est toujours de la circulation à sens unique qui doit être faite. OK, on a ici aussi au bout de la piscine et on pourrait avoir là, nos zones d'activation à sec là, de chaque côté de la piscine, avec ici nos couloirs, puis encore là, nos zones. Donc ça, c'est dans la situation idéale où j'ai beaucoup d'espace autour de la piscine parce qu'on voit qu'une zone demande au moins 1 mètre là, donc ça prend au moins un bon 3 mètres, mais encore là, c'est pas beaucoup là, parce que les zones particulièrement pour les nageurs, là, souvent ça prend un peu plus que ça, mais encore là, ça dépend du nombre de nageurs. Je vous parlais de signalisation au sol, donc ça peut être toutes des zones. Ici, on voit les zones délimitées pour les chronométreurs, OK, avec des bandes au sol, avec les numéros de couloir, etc. On voit des flèches par où rentrer, par où sortir, etc. Les zones réservées pour les nageurs de la prochaine vague. Donc, eux, ici, ils l'avaient fait sur le bord, au fond de la piscine. Donc, on avait les différents couloirs, puis ils ont gardé l'espace pour chacun des nageurs. Donc, ça va être beaucoup d'organisation et, comme je vous disais, important de débuter avec une très petite compétition pour vous pratiquer avec ces mesures de sécurité-là. Donc, le déroulement de la compétition maintenant, on parle de la gestion de l'horaire. Ben, excusez-moi. Dans le cas où on a plusieurs sessions dans la même journée, parce qu'on sait qu'on a des zones, même la zone la plus permissive, qui est la zone jaune, ne permet que 50 participants au total. Donc, à moins qu'on veuille limiter ces essais-là à un très petit groupe, on va vouloir faire probablement plusieurs sessions dans la journée. Donc, il est important de prévoir un horaire détaillé et de prévoir également des intervalles plus longs dans les estimés de temps pour pas que les nageurs d'une session croisent ceux de la session suivante. Donc, il faut prévoir à quelle heure les nageurs doivent se présenter, à quelle heure on va les autoriser à pénétrer sur le bassin. Prévoir l'heure du début de la session, ainsi que l'heure de la fin de la session et l'heure à laquelle les nageurs doivent quitter le bassin. Ce qu'on donne comme guide, c'est qu'on ne veut pas qu'un nageur reste plus de 45 minutes sur le bassin après sa dernière course. Donc, c'est pas comme on faisait là, que tous les nageurs restent jusqu'à la dernière course. Le nageur a terminé. Quand il a terminé, le plus rapidement possible, il quitte le bassin. Il sera parfois nécessaire de réduire le temps de chaque session afin de proposer plus de sessions dans une même journée. Donc, on pourrait aussi là, réduire la durée des échauffements là, pour essayer de permettre là, d'accommoder le plus de nageurs possible là, pour une même compétition. La gestion de l'échauffement, bien évidemment, nos règles de 20 nageurs par couloir de 25 mètres, on est loin de là. Donc, l'horaire des échauffements doit être adapté afin qu'on puisse respecter la distanciation et le nombre de nageurs par couloir tel qui est mentionné dans le guide de relance de la natation au Québec. Donc, les nombres de nageurs là, qu'on voit actuellement dans nos corridors. Il est conseillé de respecter les groupes d'entraînement dans les couloirs quand on le peut.
Cependant, s'il y a plusieurs groupes d'entraînement dans le même couloir, il faut que la distanciation soit respectée. Il ne faut pas qu'il y ait d'échange de matériel là, entre les nageurs. Chaque nageur a son propre équipement. Afin d'assurer le déroulement de la période d'échauffement, chaque entraîneur est responsable d'organiser les couloirs qui lui sont attribués. C'est-à-dire, on va dire à un entraîneur, ben, tu as couloir 1, 2, 3, puis c'est l'entraîneur lui-même qui va gérer ces couloirs. Lynn, est-ce que ça se peut que tu ne partages plus d'informations? Pardon? Est-ce que ça se peut que ton écran ne soit plus partagé? Non, il est partagé. Il est partagé, je la vois très bien. OK, ben, je te suggère peut-être de raccrocher puis de revenir. Non, ben, il peut aussi aller à l'image du bas. Il va voir que le formulaire est en bas, puis il clique dessus, puis il va revenir à l'écran. Ah oui, OK. Normalement, quand ça arrive, des fois, il y a un qui est en bas, puis la fenêtre devrait être là. Sinon, on va voir finalement qu'il décroche puis qu'il rembarque, mais normalement, ça se rétablit avec ça. Ben, merci, André. OK. Donc, on était rendu à la gestion de la période entre chaque série. Donc, on doit mettre plus de temps également entre nos séries pour permettre aux nageurs et aux officiels de se déplacer, permettre aux nageurs de récupérer leurs effets personnels. Les intervalles de temps là, vont devoir être ajustés à peu près là, de 90 secondes dans Splash. Donc, vous allez voir là et vous ajuster au fur et à mesure. Donc, on n'est plus dans des compétitions où on roule à 15 secondes ou 20 secondes. Avant leur course, les nageurs déposeront leurs effets personnels dans un sac qu'ils auront apporté. Les nageurs de la prochaine série devraient rester derrière les chronométreurs ou à un endroit bien indiqué jusqu'à l'appel au plot de départ. Après la course, 2 longs coups de sifflet du juge arbitre donneront le signal aux nageurs pour sortir de l'eau, les uns après les autres, en respectant la distanciation par l'échelle du côté désigné préalablement. Donc, tout le monde sort du même côté parce qu'on sait qu'on s'en va toujours dans la même direction et un derrière l'autre en respectant la distance. Ils récupéreront ensuite leur sac d'effets personnels et retourneront à leur place attribuée en suivant le sens de la circulation en tout temps. Donc, c'est évident là, qu'on va devoir ralentir le tempo de nos séries. Les relais, à cause de l'attroupement possible de nageurs qu'ils provoquent, les relais ne seront autorisés que dans les zones vertes. Il faudra respecter les règles de distanciation avant et après la course. La gestion des disqualifications. Tel que recommandé par Natation Canada, le juge arbitre va devoir compléter les formulaires requis et les conserver pour les remettre là, dès que possible avant la fin de la session. Donc, c'est le juge arbitre qui va les conserver. On ne promène plus les feuillets de disqualification. Les disqualifications devraient être annoncées, si possible, ou rapportées à l'entraîneur pour leur permettre d'avoir une discussion avec le juge arbitre. Donc, on ne va pas voir les nageurs pour les disqualifications. Idéalement, si on possède des radioémetteurs, on en donne à nos contrôleurs de virage et aux juges de nage. À ce moment-là, le juge qui a une disqualification à rapporter va lever la main pour alerter le juge arbitre qui a une infraction potentielle. Il peut y avoir une discussion entre les deux. Et le juge qui fait la disqualification, lui, va le noter dans son programme. Le juge arbitre, lui, va remplir le formulaire de disqualification et va le conserver. Donc, le moins de contact possible et le moins de partage de papier possible. S'il n'y a pas de radioémetteur pour les contrôleurs de virage et juges de nage, encore là, le juge va lever la main pour indiquer une infraction potentielle. Après ça, on va aller voir le juge arbitre pour discuter la disqualification. Le juge arbitre, encore là, va, évidemment, là, avec la distanciation et conserve son couvre-visage quand il parle au juge arbitre.
et le juge-arbitre va compléter le formulaire et le conserver. Va s'assurer par contre là, d'aviser si quelqu'un fait les résultats, on va faire la gestion des résultats tantôt, mais s'assurer qu'on transmet l'information là, aux personnes qui ont besoin d'avoir l'information. La gestion des résultats. Une question, Lynn. Oui. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une réclamation? Peux-tu garder ta question pour la fin, s'il te plaît? Gestion des résultats. Les résultats partiels seront disponibles en ligne et dès que les disqualifications auront été insérées, les résultats deviendront officiels parce que, évidemment, ça peut prendre un peu de temps avant que les informations se transmettent. Donc, ce qu'on publie, ce sont les résultats non officiels. Puis, on sait que dans Splash, ça va indiquer le résultat non officiel, puis il n'y aura pas de position. Une fois qu'on est certain qu'il n'y a pas de disqualification, bien à ce moment-là, ou qu'il y a des disqualifications puis qu'on les a insérées, à ce moment-là, on va officialiser les résultats. On ne fait pas signer de résultats par le juge-arbitre en période de COVID. OK. Pendant qu'on est dans les disqualifications, je peux peut-être répondre à la question concernant là, les réclamations. Donc, s'il y a des réclamations, on va faire la même chose. Les discussions vont devoir se faire là, avec le port du couvre-visage ou du masque de procédure pour les officiels, la distanciation requise. S'il y a un jury d'appel, le jury d'appel va devoir se faire dans un local qui permet la distanciation. Puis on va espérer qu'il va y avoir des réclamations uniquement dans des cas vraiment extrêmes. Excuse-moi, mais le temps va être calculé après que les résultats soient officiels? Ah ben oui, parce que à partir, écoute, on peut regarder pour donner un peu plus. Actuellement, on ne s'est pas arrêté là, sur le processus de réclamation et Natation Canada ne s'est pas arrêté là-dessus non plus. Là. On s'est arrêté plus sur retourner à l'eau. Donc, on va prendre en note ce point-là et on pourra l'ajouter là, dans une prochaine mise à jour. Merci Lynn. Daniel, je prends en note là, tout ça, puis on va mettre à jour là, dès qu'on va avoir les réponses, on va vous revenir avec ça. Je prends des notes. Merci. Les officiels et les bénévoles. L'arrivée sur les lieux. Donc, on demande aux officiels, quand on leur envoie l'information avant la rencontre, on leur demande d'arriver déjà en uniforme et d'apporter leurs souliers pour le bord de la piscine, leurs crayons, des gants au besoin, un gel désinfectant personnel, ses propres collations et rafraîchissements parce que rien ne sera fourni et ne pourra être partagé. Donc, idéalement, là, et même dans certains cas, si on n'a pas accès à un vestiaire pour les officiels qui est fort possible, ben peut-être d'apporter un sac pour mettre leurs effets personnels pendant la compétition. Le nombre d'officiels requis, bon, ici, on vous donne qu'est-ce que le livre de règlement nous dit. Donc, ça donne un nombre relativement important. Par contre, il est important de lire dans la remarque qu'on dit que dans certaines rencontres, les officiels peuvent cumuler diverses fonctions si elles n'entrent pas en conflit. Ne pas avoir le nombre minimum d'officiels n'engendrera pas l'annulation des résultats de la rencontre. Donc, on dit le nombre d'officiels requis pour toute compétition sanctionnée peut être considérablement réduit tout en maintenant l'intégrité des résultats. Donc, on suggère, lorsque c'est possible, de prioriser l'utilisation du système électronique afin de diminuer le nombre d'officiels sur le bord de la piscine. On suggère également que les chronométreurs idéalement, devrait être également qualifié comme chronométrage de façon à ce qu'il puisse occuper les deux fonctions. Le juge-arbitre, le starter et les juges de nage peuvent assister les contrôleurs de virage de façon à ce qu'on ne mette pas un contrôleur de virage dans chaque couloir. Là.
parce qu'on regarde toujours notre nombre maximum. Là, si j'ai droit à 25 nageurs, puis que j'ai à 25 participants ou personnes sur le plateau, puis que j'ai une liste de 20 officiels, ben, je suis aussi bien de ne pas faire de compétition. Le comité de course et le directeur de rencontre peuvent agir en tant que secrétaire pour sortir les résultats en ligne rapidement. Toujours dépendant là, de l'envergure de la compétition, là, on peut utiliser du monde pour faire plus qu'une fonction. Dans l'éventualité où un officiel va cumuler plus d'un poste, ben, quand on fait la liste des officiels pour envoyer à la fédération après, ben, il faut qu'il en choisisse un. On ne le mettra pas comme ayant occupé 3 fonctions. Dans l'éventualité où on utilise un système électronique et que le système électronique est habituellement fiable, on pourrait ne pas utiliser de chronométreur. Mais s'il y a un problème à ce moment-là, on reprend la nage. Si on n'a pas de système électronique, ben on va voir tout à l'heure, là, mais on pourrait. C'est pour ça qu'on dit priorisons les systèmes électroniques lorsqu'on a un système électronique pour éliminer des officiels. Arbitre et starter, le juge arbitre devrait éviter de toucher les équipements durant sa visite du bassin. Par exemple, les vérifications des plots pourraient être faites lors du montage de la piscine avec le directeur de rencontre. Donc, idéalement, on ne veut pas. On pourrait aussi utiliser des gants pour pouvoir faire la vérification, là, mais toucher le moins possible de choses. Dans la mesure du possible, le juge arbitre et le starter devraient être placés un en face de l'autre à l'extrémité des départs du bassin. Ça permet de respecter, la distance, et 2, ça permet, on voyait tantôt là, que le juge arbitre, le starter, pourrait aider à couvrir pour les contrôleurs de virage, donc ça permettrait d'équilibrer le bassin. Il est recommandé d'utiliser un sifflet électronique, ce qui favorisera le port du masque parce qu'évidemment, puisqu'on ne le met pas dans notre bouche, on n'a pas besoin d'enlever le masque. Prévoir de désinfecter entre chaque utilisateur si ce n'est pas votre sifflet électronique personnel. Il est recommandé de favoriser l'utilisation d'émetteurs-récepteurs portatifs entre les juges et le juge-arbitre. Ça pourrait être également entre le juge-arbitre et le secrétaire pour transmettre là, les disqualifications. Donc, d'avoir des émetteurs-récepteurs est une excellente idée. Si vous en avez, faites-en usage. Les chronométreurs, on dit maximum 1 par couloir, qui manie à la fois un chronomètre et le bouton poussoir du chronométrage semi-automatique. Le plus souvent possible, qualifié également comme contrôleur de virage pour agir dans les 2 rôles. Toujours travailler du même côté du plot, le côté qui a été identifié, et contraire à celui au côté où montent les nageurs, pour maintenir la distanciation. Dans les événements utilisant seulement l'électronique, considérez l'option de ne pas avoir de chronométreur. Tout en sachant que s'il y a un problème, on n'a pas de ressources, il faudra reprendre la nage. Les bénévoles, le poste de coordonnateur à la gestion de risque se rajoute pour tous les formats de compétition. Ce poste pourrait être une responsabilité du directeur de rencontre, mais il est préférable d'avoir un bénévole dédié. Une chose très importante, quand on dit mesures sanitaires, il est important de bien désinfecter régulièrement tous les équipements qui seraient partagés, comme le bureau, le clavier, la souris. Donc, d'avoir peut-être là, des lingettes désinfectantes pour pouvoir désinfecter. Donc, ça nous donne le cadre dans lequel on doit organiser nos compétitions. Les choses qu'on doit avoir en tête, les priorités, comment on va s'organiser, mais également tenter d'anticiper
qu'est-ce qui peut se passer, puis qu'est-ce qui peut arriver de façon à pouvoir réagir rapidement dans toutes circonstances. La quatrième partie, ce sont des annexes. Donc, en annexe, on a le formulaire d'acceptation de risque, dont on a parlé plusieurs fois là, depuis le début, qui est le formulaire typique. Là, actuellement, nos nageurs signent un formulaire semblable. Le formulaire d'autodéclaration, donc qui répertorie les différents symptômes qui sont un indice potentiel de COVID, qui doivent être signés. Donc, on sait que le formulaire d'autodéclaration, c'est à chaque session. On a parlé également du formulaire d'exclusion d'un participant pour raison sanitaire. Donc, on ne remplit pas un formulaire de disqualification là, parce que ce n'est pas un règlement de compétition, mais ça va être important d'aviser tout le monde là, que ce participant-là est exclu et d'aviser également la fédération. Donc, ce formulaire-là va servir à ça, va indiquer le pourquoi, qui on a exclu, pour quelles raisons on a exclu. Et ça rappelle qui doit être avisé, donc le directeur de rencontre, le juge arbitre qui doit savoir que ce nageur-là ne se présentera pas au plot, le gestionnaire des installations, parce qu'habituellement, eux veulent savoir lorsqu'il y a une possibilité de cas de COVID dans leur établissement, et l'entraîneur-chef du club concerné. OK? Et ça donne là, les détails vraiment là, de comment on interprète les choses. Le fameux plan de sécurité, là, qui est un peu la pièce maîtresse qui doit être annexée à l'invitation pour obtenir une sanction. Donc, c'est un peu un genre là, de liste de rappel pour s'assurer là, que toutes les étapes sont faites. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais parfois on peut en oublier. Donc, avec ça c'est un rappel de façon à ce qu'on sache exactement donc qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir fait avant la compétition, le schéma et l'utilisation des installations. Donc, est-ce qu'on a identifié les entrées, les sorties? Est-ce qu'on a planifié plutôt l'identification de ça parce qu'on n'est pas rendu à le mettre encore sur le plateau, mais plutôt à préparer nos choses pour lorsqu'on arrivera, on préparera le plateau pour la compétition. Les directions à prendre dans l'ensemble des installations clairement indiquées, parce qu'il peut y avoir aussi, là-dedans, on peut ajouter également les directives qui vont nous être transmises par le responsable des installations, parce que dans l'installation lui-même, il y a sûrement des corridors de circulation, des choses à respecter. Donc, ça devrait être là-dedans aussi. C'est pas uniquement qu'est-ce qui se passe sur notre plateau à nous. Donc, les horaires, l'utilisation des vestiaires, le matériel à apporter, où est-ce qu'on arrive, par où on repart, les règles à respecter dans les différentes zones, les formulaires, les zones, d'identification des zones en particulier, les mesures de contrôle de la circulation. Donc, il faut développer. Donc, on va joindre à ce plan-là, on va joindre tous les documents ou toutes les informations qui répondent à ces choses-là. Lynn, c'est Marie-André. Est-ce que tu m'entends? Oui. J'ai une question, puis peut-être que tu as donné l'information, puis que c'est moi qui n'ai pas compris. Mais on sait que dans les sports-études, puis dans les écoles, il y a beaucoup la notion des bulles. Ça fait que, est-ce qu'on a pensé, si jamais, il y a un club qui se présente à une compétition, puis que dans son club, il y a un nageur qui est testé positif, est-ce que le club suit les règles de la santé publique et se met en isolement préventif? Ça pourrait-tu faire qu'un club au complet s'absente? Ça dépend vraiment. C'est la santé publique qui va pouvoir indiquer à ce club-là s'ils peuvent participer ou non. Bon, parfait. Ils vont leur donner des directives claires, c'est-à-dire que
ça dépend beaucoup de la nature des contacts et comment ça s'est passé. Puis, ils vont indiquer clairement, là, les nageurs doivent être retirés de leur sport jusqu'à telle date. Ils sont très précis. Donc, la santé publique va donner l'information à ce club-là à ce moment-là. Puis ma deuxième question, c'est plus accessoire. Au niveau pour le sifflet électronique, est-ce que la Fédération recommande un modèle de sifflet ou on magasine? On n'en a pas testé comme tel. On a essayé, il n'y en a pas beaucoup actuellement, là. Ça a parti beaucoup, c'est beaucoup utilisé aux États-Unis depuis un petit bout de temps, là. On avait demandé à Aquam d'en tenir. J'en ai pas vu encore sur leur site. J'ai regardé un peu sur Amazon. Lynn, je vais prendre un petit peu la parole, là. Je vais juste demander aux gens, là, dans tout respect, là, de juste pas prendre la parole parce qu'on est au-dessus de 180 personnes sur la ligne présentement. Donc, si les gens commencent à prendre la parole, là, on ne s'en sortira pas. Si vous allez voir dans le chat de la conversation, le chat de l'événement, j'ai mis le lien vers le sifflet électronique. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'écrire vos questions dans le chat et on va les répondre à la fin. Je vais rassembler toutes les questions et on va faire un petit tour avec Lynn là, à la fin de la rencontre, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Donc, on continue avec le formulaire. Donc, quand on voit le plan de sécurité, là, on voit que c'est un checklist, mais chacune de ces étapes-là peut générer un paragraphe ou un document qui devra être annexé à ça pour compléter le plan de sécurité. Donc, dans le fond, ce sont, dans le formulaire, toutes les informations qu'on devrait retrouver dans notre plan de sécurité. Ça fait beaucoup de choses. Évidemment, ça dépend de l'envergure de la compétition. Plus la compétition est limitée, moins on a besoin là, de faire large. Mais ce sont tous des points qui sont absolument essentiels de transmettre à tout le monde avant même le début de la compétition. OK. Ensuite de ça, on a mis des exemples d'assignation d'officiels pour différents types de compétitions, différents types de bassins. Pour vous donner une idée un peu là, du nombre d'officiels qui pourraient être requis minimalement là, pour pouvoir tenir une compétition là, si on veut réduire au maximum là, le nombre de participants, particulièrement quand on est limité à 25 participants en même temps sur un plateau sportif. Okay, ça, je vais vous laisser l'occasion de le lire. C'est ça dépend beaucoup des configurations de piscine. Donc, vous allez vous retrouver sûrement dans une ou plusieurs de ces configurations-là. Le but est toujours de pouvoir avoir un minimum d'officiels pour permettre le maximum de nageurs, tout en ayant une gestion de compétition qui soit équitable pour tous nos nageurs. Et si vous avez des questions là, qui vous viennent quand vous êtes en train d'organiser votre compétition ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, envoyez vos questions à info@fnq.ca et à ce moment-là, les réponses vont vous parvenir rapidement, là, que ce soit via le comité des officiels, via le personnel de la fédération. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc, Jonathan, on pourrait peut-être commencer avec les questions des gens. Là. Alors, on n'a vraiment pas eu beaucoup de questions. Je crois que le document est assez clair. On va aussi faire quelques mises à jour là, sur certains points avant de le mettre en ligne. Présentement, le document n'est pas disponible au grand public. Les directeurs de rencontres, les officiels de niveau 3, 4, 5, les présidents de club et les entraîneurs-chefs l'ont reçu par courriel. Et là, dans le prochain envoi, il va être disponible là, sur notre page d'accueil de notre site Internet. En gros, là, les questions, c'était principalement au niveau du formulaire d'acceptation des risques.
On se pose beaucoup de questions et on a beaucoup de préoccupations par rapport au fait qu'on veut manipuler le moins de papier possible et avoir le moins de documents à transporter. Donc, effectivement, ça serait pertinent que la Fédération fasse un formulaire en format numérique dynamique qui est utilisable autant par la plateforme web que sur un cellulaire. On pourrait regarder pour mettre ça en place. C'est relativement simple à faire, donc c'est quelque chose qu'on peut voir dans le futur pour vous aider. Sinon, chacun de vous peut faire son formulaire en ligne pour pouvoir l'utiliser. Oui? Comment on fait pour accéder au chat? Vous allez voir dans la barre d'état en haut, il y a le bouton « Quitter ». Un peu à droite, il y a 2 petits bonhommes, une feuille et une main. Le chat, c'est la feuille entre les deux. Donc, vous pouvez aller là-dessus puis écrire. Là, il y a une fenêtre qui va apparaître sur le côté pour vous permettre d'écrire dedans. Pour une raison gouverne, Jonathan, moi, je ne l'ai le pas vois le pas, chat, moi. moi non plus. Habituellement, je l'ai. Question. OK. Ben à ce moment-là, vous pouvez attendre un petit peu. Là, on va passer à travers les questions. Puis à la fin, vous pourrez prendre la parole là, pour poser vos questions. Il n'y aura pas de problème. C'est juste que pendant l'intervention, c'était plus difficile à gérer. Une autre petite question, Lynn, on avait la question si l'arbitre utilise un sifflet sans masque, bon, le sifflet électronique. Donc, le sifflet électronique, on va vous mettre le lien peut-être dans le guide. Il est disponible sur la plateforme All Tides, donc il s'appelle sifflet électronique Whistle Fox 40. Vous pouvez aller voir, je l'ai mis dans le chat, mais vous pouvez également aller le voir sur la plateforme de All Tides. Là, il est en vente. Il y a Normand qui demandait si la plateforme SplashMe était fonctionnelle. Oui, elle a toujours été. Là, on n'a pas de compé, donc on ne la teste pas, mais ça va être fonctionnel le moment venu, il n'y aura pas de problème. On parle beaucoup également de désinfection de matériel utilisé par les nageurs. Est-ce que ça inclut les plots de départ? En fait, le matériel vit dans un environnement déjà aseptisé. Donc, le nageur qui sort de l'eau met du chlore sur le plot de départ, ce qui désinfecte le plot de départ. Donc, on n'a pas besoin de le désinfecter entre chaque course. Il se désinfecte lui-même, là, le plot de départ. OK? On a Jocelyne qui posait des questions par rapport aux paranageurs. Là, je vais avoir besoin de l'expérience de Lynn. Là. On parle les nageurs qui doivent quitter la piscine ou entrer la piscine par un côté, l'autre côté, il va falloir aussi gérer ça. Oui, il va y avoir une gestion différente à faire là, pour les paranageurs. Donc, si on sait qu'on a des paranageurs à notre compétition, il va devoir y avoir des règles spécifiques, que ce soit clair en respectant le sens de la circulation, en respectant, donc, puis que le temps soit ajusté en conséquence pour leur donner le temps de rentrer à l'eau, puis le temps après ça de sortir. Donc oui, il va y avoir des ajustements. Là. Chaque organisateur de compétition va devoir prendre ça en compte, puis on pourra peut-être mettre une note, tu pourrais garder une note de ça, Jonathan, pour qu'on mette une note dans le guide concernant les paranageurs. Absolument. J'ai pris des notes pendant la rencontre, je vais vous envoyer ça. On me dit que le Fox 40 est également disponible chez Canadian Tire. Donc, je peux plugger notre commanditaire Aquam et All Tides par la bande, mais il est aussi disponible chez Canadian Tire. Le guide, ceux qui ne l'ont pas reçu, vous allez le recevoir, sinon il va être disponible sur notre site Internet. On avait les gens qui sont en région jaune ou en région orange qui ont le droit de faire des compétitions. Là, ceux qui, dans le guide, ont le droit. Suite à cette rencontre-là, vous avez le droit de faire des demandes de sanctions. Elles seront analysées selon toutes les recommandations qui sont faites dans le guide et on vous reviendra avec les sanctions approuvées ou non selon les régions, selon les espaces et selon les endroits. Mais oui, les gens peuvent commencer à pratiquer s'ils ont le droit là, dès demain. Et pour l'eau libre, effectivement, on n'est pas dans la session d'eau libre. En fait, on est loin d'être proche de notre session d'eau libre. Donc, on reviendra à l'eau libre plus tard là, quand on sera rendu là. Ça fait le tour pour les questions dans le chat. Est-ce qu'il y avait des gens qui voudraient prendre la parole pour poser des questions avant qu'on termine et qu'on conclue cette rencontre? Oui, j'en ai une. Daniel Leduc. Oui. À la page 23, dans l'éventualité d'un problème de chronométrage, une reprise de nage devrait être organisée.
Est-ce que c'est toute la vague ou seulement le nageur lésé? Ça va dépendre du problème. Si c'est un problème avec le temps d'un nageur qui n'a pas de temps à la fin, ce sera un nageur qui reprend. Si c'est par contre le système qui a été défaillant pour toute la série, ce sera la série. Est-ce qu'on peut faire changer le nageur de couloir? Dans quel Si sens? par hasard, c'est le panneau de touche ou c'est un problème dans le couloir qui ne fonctionne plus, est-ce qu'on peut mettre le nageur dans un autre couloir ou on prend 3 chronométreurs? On pourrait le mettre dans un autre couloir, il n'y a pas de problème. OK. Tu reprends sa course, là, tu veux dire? Oui. Oui, tu peux le mettre dans n'importe quel couloir. Puis ton panneau de touche, de toute façon, tu vas probablement vouloir le changer aussi, là. Sûrement. Au RSEQ, une autre question. Au RSEQ, on fonctionne souvent avec des chronométreurs sans aucune expérience. Ça veut donc dire qu'on leur donne un cours rapide, en tout cas le chronochef, les 2 chronochefs leur donnent une formation rapide avant la compétition. Est-ce que vous pensez que c'est logique de mettre un chronométreur par couloir quand les jeunes viennent juste d'être formés, puis qu'on sait que même s'ils sont 3, des fois, on n'a même pas de temps? En fait, Daniel, Daniel, je vais t'arrêter tout de suite parce que le RSEQ, il ne fonctionne pas présentement. Il n'y a pas de RSEQ, personne n'a le droit de faire du RSEQ présentement partout au Québec. Donc, tant et aussi longtemps que le RSEQ n'autorisera pas le retour au sport autorisé dans les écoles, il ne pourra pas avoir de compétition. Donc, on n'est vraiment pas rendu là pour les compétitions RSEQ. On abordera la question en temps venu. Là, pour l'instant, je veux que tout le monde comprenne qu'on est vraiment dans une base, là. On veut refaire des compétitions intramurales, des petites compétitions entre les personnes. On commence vraiment à la base avec les meilleurs moyens et les meilleures pratiques possibles. Donc, il y a des gens qui nous posent des questions pour savoir si on va avoir des championnats provinciaux. On ne le sait pas. On n'a pas de réponse à vous donner. Est-ce qu'on va avoir des championnats canadiens? On ne le sait pas. Au même titre que les Jeux du Québec, que les Jeux olympiques, on est tous dans le même néant. Personne ne peut vous donner des réponses. Jonathan, on est dans zone rouge dans Montréal, puis dans beaucoup de régions, il n'y a pas aucune compétition de natation qui se passe, même au niveau RSEQ. Dis-moi pas que le RSEQ, on n'en parle pas aujourd'hui. Aussitôt qu'on va changer de couleur, les compétitions RSEQ vont recommencer au même titre que les compétitions civiles. Non, ce ne sera pas le cas, Daniel. Je t'entends. On pourra en discuter à l'extérieur de cette plateforme-là. On pourra s'appeler et en discuter ensemble, mais ce ne sera probablement pas le cas pour le RSEQ. Les athlètes ne sont même pas affiliés présentement au RSEQ. Mais n'aie crainte, on pourra discuter de ça puis approfondir ce point-là. C'est sans souci là, quand on aura un peu plus de temps. Merci. Merci, Daniel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'entends du bruit. Bon. Alors, au niveau, j'ai un petit rappel à faire aussi. J'ai envoyé un courriel là, cette semaine par rapport aux sports-études et aux concentrations sportives. Donc, les sports-études et les concentrations sportives ont le droit de nager. J'aimerais vous spécifier que les journées avant la période des fêtes, donc notre premier ministre a demandé de retirer les élèves des écoles ou de faire de l'école à distance avant les fêtes et après les fêtes. L'objectif étant de ne pas avoir de contact avant et après les fêtes. Donc, ça implique le sport-études et les concentrations sportives. Ces jeunes-là ne peuvent pas nager, pas plus qu'aller à l'école, ni pendant les fêtes non plus. Le sport à l'extérieur de l'école n'étant pas autorisé, ces jeunes-là donc vont arrêter de nager avant la période quand ils terminent l'école, puis ils vont recommencer quand ils vont recommencer l'école. Donc, on voulait faire un petit topo là-dessus. D'accord? Alors, dernier tour de table s'il y en a qui ont des questions. Sinon, on va mettre fin à la rencontre. Joe, il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu. Savoir à partir de quand, lorsque la zone le permet bien évidemment, à partir de quand on pourrait tenir des invitations sanctionnées. En fait, c'est ça, à l'exception des zones rouges
par le gouvernement, autrement les zones jaune-orange, mais quasiment dès demain. Donc il faut juste laisser à chacun le temps de se structurer, de nous faire parvenir l'invitation, puis l'invitation type Covid. Nous sommes en train de travailler sur un canevas qu'on va vous transmettre, parce que lorsque nous recevons habituellement les invitations avant qu'on puisse sanctionner l'événement, on a besoin de savoir là, que l'événement va se dérouler dans un cadre réglementaire et dans un cadre surtout sanitaire sain. Donc, on vous fait parvenir cette information, vous l'adaptez à votre contexte, vous nous envoyez tout ça, et puis c'est sûr que là, mettons d'ici la fin novembre, là, ce ne sera pas possible, mais si vous avez dans les plans d'organiser ça en courant décembre, ça devrait être possible. En respectant ce qui est possible de faire dans vos zones respectives. Parfait. Moi, j'ai des questions qui rentrent sur mon cellulaire, sur mon courriel. Donc, je vais répondre aux gens. S'il y a des gens qui m'envoient des questions là, par texto ou par courriel, là, je vais lui répondre dans les prochaines heures, voire demain peut-être, là. Alors, Nicolas, Lynn, je vous laisserai peut-être le mot de la fin. Je pense que ça fait le tour pour tout ça. En fait, je vais laisser le mot de la fin à Lynn pour... Bon, je veux remercier tout le monde d'avoir participé en nombre. J'espère que le protocole qu'on vous demande de suivre et tout ce qu'on vous demande de faire ne vous décourage pas. Comme disait Jonathan, je pense que le secret, c'est de regarder pour commencer petit et de voir comment on peut apprivoiser cette nouvelle façon de faire-là. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, il y a beaucoup d'officiels qui ont beaucoup d'expérience au Québec d'organisation de compétition. On est quand même 5 officiels qui avons participé à la rédaction du document, à la mise en place des choses. Donc, on est là pour vous aider, on va vous supporter et on va faire en sorte qu'on puisse avoir un retour sécuritaire à nos compétitions, qu'on puisse donner ça à nos nageurs et qu'on puisse faire revivre notre sport tout en étant en sécurité et en protégeant la santé là, de tout le monde autour de la piscine. Donc, encore une fois, un gros merci et surtout, n'hésitez pas, partagez-nous vos expériences, vos inquiétudes, demandez de l'aide, faites-nous des suggestions si vous croyez qu'il y a des choses qu'on pourrait mieux faire. On va l'apprécier fortement et on va être très heureux. Donc, bonne soirée à tout le monde. Eh bien, merci.